Voici le 7e numéro des Technos avec au programme, je parcours comme ça rapidement, je vois, on va encore parler Apple, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. iOS 8.1 est à disposition, donc on va en parler avec nos amis d'ici quelques instants. On va vous parler de Chromebook et également, on va vous parler de Prism, on va vous parler de VLC, on va vous parler d'applications. On nous a demandé des applications mobiles, ben, on va en parler d'applications mobiles d'ici quelques instants. Restez avec nous, les Technos numéro 7, c'est maintenant. Et pour parler de l'actu high-tech de cette semaine, on retrouve David. Bonjour David. Salut Marc. Ainsi qu'Adrien et que Sébastien qui se trouve ici. Voilà. Bonjour les garçons. On commence comme on a l'habitude de le faire maintenant. C'est presque une tradition, même si on a déjà beaucoup parlé d'Apple la semaine dernière. On va encore parler d'Apple. On commence avec un petit peu tout le monde. Hein. Tout le monde a un avis à donner là-dessus sur iOS 8.1 qui est arrivé. On commence peut-être par Sébastien. Oui, ah bah écoute, il est arrivé, on l'a installé, ça n'a rien résolu chez nous, voilà, on n'était pas très contents. D'accord. Donc ça fonctionne moins bien que la version Ça fonctionne précédente? pas moins bien que le 8.02, il va un tout petit peu plus vite, mais on a pas mal de problèmes avec des accessoires et des trucs comme ça, et qui continuent à pas fonctionner toujours mieux, donc Plutôt voilà. embêtant, quoi. Toi, tu as un usage très spécifique et très technique de l'iPad dans ton boulot de tous les jours. Est-ce que le monsieur tout le monde ou madame tout le monde va rencontrer le même type de problème? Alors oui, nous effectivement on l'utilise pour brancher des lecteurs de carte d'identité, on en a certainement un peu parlé dans la presse, on va voilà, aller voir dans la presse, mais le monsieur tout le monde rencontre le même type de problème. On a cherché sur les forums d'Apple. Effectivement, ils ont pas mal de soucis avec des câbles, des accessoires pour connecter leur télé en HDMI. D'accord. Et apparemment, il y a énormément de gens qui se plaignent que leur câble ne fonctionne plus. D'accord, donc c'est plus au niveau de la connectique et Tout des à fait. périphériques, toi, en Ouais. gros. Adrien, une opinion, un avis J'ai aucun device Apple à la maison, donc c'est assez difficile. Donc ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème dans la mesure où j'ai eu aucun écho de personne qui a des devices Apple. bah voilà, donc ça c'est un... iOS 8.1, c'est très bien parti. C'était très bien. Puis du côté de David, Moi je rejoins un peu Adrien en fait, j'ai juste pas fait l'update quoi, donc a priori je reste tranquille. Non mais il y a que Seb qui est non mais complètement elle est fou. bien cette info. Non mais il était tellement désespéré des mauvais résultats de la première série d'iOS 8 que lui il court parce qu'il doit récupérer quelque chose qui fonctionne. Il faut downgrader Seb, je vois que ça. Ça va être difficile en même temps. Malheureusement, c'est pas possible Ouais. parce que Apple arrête de signer les installations à partir du moment où ils ont fait une mise à jour. Et donc, tu pouvais réinstaller une 7.02, enfin une 7.1.2 enfin, jusqu'à fin septembre. Et puis après, Apple a décidé de couper le cordon. Donc, tu sais plus le faire. Et t'as pas le choix, tu passes à iOS 8 ou c'est rien du tout. Mais on a des solutions, on en parlera dans d'autres sujets. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler certainement. Tiens, c'est puisque tu as la parole, garde-la. Un Apple 1, Ouais. ça vaut pas mal de pépettes encore. Ça prend C'est de la incroyable, valeur. hein. Hein, D'ailleurs, je ne sais pas si on peut montrer une photo parce que c'est quand même Ah, juste si un vous peu avez la long, là. vidéo, L'interface vous est allez quand le même voir, bien sûr. heureusement améliorée depuis. Oui, c'est ça. Euh, Apple 1, rappelons-le, c'était l'ordinateur vendu en kit. Hein. En gros, ils vendaient plus un concept qu'un ordinateur, quelque part. C'était le pas tout premier. Hein. C'était le tout premier, et c'était voilà, c'était celui qu'on voit en général sur les photos dans la boîte de cigares, ou qui a une boîte qui ressemble un truc vraiment bizarre, très bizarre. Bon, ici, ce qu'on vous montre, si vous avez la vidéo, si vous nous regardez sur YouTube, bah, c'est juste le print, hein, le circuit imprimé. C'était du Steve Wozniak made. C'est ça, hein, Seb. Oui, absolument. Et alors, il y en a quand même pas eu beaucoup. Il y a eu que 200 exemplaires qui ont été vendus 666,66 $ à l'époque, Ouais. en 1976. Et donc, ceux qui ont investi les 666 $ à l'époque se frottent les mains parce que maintenant, enfin, il y en a un qui a été vendu aux enchères et qui a été vendu pour la modique somme de 905 000 $. Pas mal. Donc, c'est quand même pas mal. C'est un bel investissement Une et belle c'est un plus-value, musée oui. qui a décidé de le racheter. C'est un musée qu'il a acheté, donc Ouais. que tout le monde pourra en profiter, quelque part. Ouais, C'est parce pas que plus mal. 200 dans le monde, c'est juste
Ouais. Ouais, il n'y en a quasi aucun, quoi. Alors, c'était quand même un processeur à l'époque à 0,001 GHz. C'est ça, quoi. Ça Voilà. calculait, mais ça Hein. calculait à son aise, quoi. Voilà. Ça fait cher, le... Et il n'y avait pas d'OS non plus, si je me souviens bien. Il fallait un peu tout programmer soi-même, quoi. C'est pas ça? Alors là, il disait dans les infos, c'est moniteur plus a copy of basic. Donc en gros, non, t'as un truc sur une cassette et tu te démerdes. D'accord. En gros, tu te démerdes. C'est ça l'idée. Ouais. Donc voilà, ça a bien changé depuis. Hein. On peut se plaindre d'iOS 8. Ceci dit, on fait le grand écart avec David. On reparle du processeur, le fameux processeur actuel, le A8X et l'iPad R2, très loin devant la concurrence. Oui, très très loin, puisque les premiers résultats Geekbench commencent à sortir. Donc Geekbench, juste pour rappel, c'est l'outil de benchmark qui est de référence aux États-Unis. Et donc, excepté la Nexus 9, donc la tablette de Google dont on a parlé aussi la semaine dernière, qui parvient à plus ou moins tenir le rythme de l'iPad R2 en monocœur, aucune des tablettes actuelles sur le marché ne parvient à faire mieux. Et l'iPad R2 reprend directement les devants dès qu'on est en multicœur. Et donc, certains geeks se sont amusés à fouiller pour comprendre pourquoi. Et il faut savoir que l'A8X, dont Apple communique très peu d'informations, n'est pas un dual core, mais un triple cœur. Et que la fréquence a été revue entre le A8 et le A8X de 1.4 à 1.5 GHz. Et donc, c'est ce qui expliquerait ces performances vraiment au-dessus du lot. Et c'est ce qui a permis de réaliser la semaine dernière, donc lors de la présentation, tous ces effets vidéo et photos qui nous avaient impressionnés. Mais manifestement, c'est vraiment ce processeur-là qui est extraordinaire. Donc, de belles performances pour cette tablette. Oui. Sébastien a quelque chose à rajouter. Ouais, j'ai une question plus théorique, enfin pratique. En gros, vous, geek autour de la table, vous utilisez vraiment l'iPad pour sa puissance graphique. Moi, j'utilise une tablette pour lire mes mails, pour aller sur Internet, mais je m'en fous qu'elle m'affiche 200 frames par seconde à Quake, non? Alors je vois David de son côté qui fait la moue, et je fais la moue aussi, mais ça ne se voit pas. Voilà. Tu fais super bien la moue. Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est pas faux ce que tu dis, mais ce serait vrai peut-être avec une tablette Android, ça l'est moins avec une tablette Apple. Je m'explique. Depuis la version l'iPad 2, je dirais, si on remonte au plus loin, c'est quand même devenu un outil aussi de production, l'iPad. De production graphique, par exemple, de vidéos, de production de vidéos, etc. Et ça a quand même besoin de ressources. T'es pas Monsieur Tout le Monde. Je sais peut-être pas Monsieur Tout le Monde, mais ces applications sont ouvertes à tout le monde. Elles sont à disposition, Ouais. elles se vendent même plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plus qu'un geek dans le monde qui s'en sert. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, David. Mais c'est surtout que c'est pour moi pas du tout l'utilisation pour le geek. C'est justement pour monsieur et madame tout le monde qui ne veut pas commencer à apprendre un montage, un logiciel de montage vidéo sur ordinateur. Ils ont l'habitude avec la tablette. Et enfin, moi, j'en discute régulièrement avec la femme de mon associé qui utilise sa tablette tout le temps. Et en fait, on parvient. Ouais, d'informatique. T'imagines le truc de malade, quoi, mais le truc de fou. Elle a beaucoup plus simple à appréhender les choses sur sa tablette que sur un ordinateur. Dès qu'on lui met un truc sur un ordinateur, c'est compliqué. Par contre, elle est capable de réaliser des trucs sur sa tablette parce que, non, mais c'est facile, c'est sur tablette. Donc, Voilà. oui, ça vaut la peine de prévoir des softwares et donc la puissance pour que tous les gens qui ont moins de facilité avec l'informatique puissent quand même se faire plaisir à faire un montage photo, un montage vidéo. Je trouve que ça vaut la peine. Mais c'est devenu moins un outil de consultation que de production, ou un peu des deux, hein, ça dépend. Moi aussi, hein, j'utilise ma tablette essentiellement pour consulter. Je ne suis pas différent des autres, mais je sais que j'ai aussi cette possibilité, cette faculté, si je le désire, de faire un petit montage vidéo sympathique pour le partager sur les réseaux sociaux ou de modifier une image, que sais-je. Et là, il faut des ressources quand même. Et plus il y en a, mieux c'est pas à toi que je vais le dire. Ouais, je suis d'accord, mais je suis d'accord pour un usage pro, pour certains points où tu vas gagner une seconde, mais j'ai l'impression que de toute façon, sur les dernières tablettes Android et sur l'iPad Air, on était déjà à une puissance qui était pour moi largement suffisante pour Monsieur Tout le Monde. Tu sais, je regarde parents, amis, ma mère utilise un iPad et elle se connecte sur Facebook, elle regarde bien sa sûr, balance on est d'accord, on va etc. pas reboucler et redire tout ce qu'on a déjà dit. Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres usages. Et ces usages méritent d'avoir de la puissance de calcul, et voilà. Oui, Adrien ?
On peut faire un parallèle aussi avec le marché du PC aussi, où les ventes de PC ont commencé à dégringoler pour deux raisons. D'un côté, les tablettes, effectivement, l'émergence de ces outils-là, mais aussi parce qu'il n'y a pas de raison d'acheter de plus en plus puissant. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec ce même phénomène? Moi, je le constate déjà chez les Mac Addicts. Chez les Mac Addicts aussi, je le constate. J'avais beaucoup d'amis Mac Addicts qui achetaient régulièrement dès qu'il y avait un nouveau device. Ici, ils disent non, j'attends un modèle ou deux, c'est pas nécessaire. Oui. Ça répond à tous mes besoins. Moi, je me demande si on n'arrive pas à une limite plus humaine que technique en tant que telle. Ça dépend de l'usage, ce que chacun fait de son ordinateur. Ça, c'est déjà, il faudrait arriver à le définir, et ça, c'est déjà un premier élément, je pense. Je suis content qu'on soit sur le même écran. Merci de partager cet écran, bien entendu. Non, mais voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il veut de son ordinateur. D'autres sont plus productifs, font moins de consultations. Certains développent, certains font de la photo, de la vidéo, et ont besoin de plus de ressources. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Et dans les tablettes, c'est pareil. Voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts, il y en a un peu pour toutes les applications, et c'est pas plus mal comme ça. On va peut-être clore le chapitre Apple, avec Sébastien, mais j'ai pas fini ma phrase, avec Sébastien, le jailbreak de iOS 8, il vient de recevoir iOS 8, il veut déjà tout casser. Bien sûr, parce que on n'était pas. Il y a des trucs qui nous satisfaisaient pas, donc on a essayé de le résoudre par nous-mêmes. Et nos amis petits chinois ont réussi à sortir Pangu, le jailbreak pour iOS 8. Alors c'est iOS 8, 8.02, 8.1, etc. On l'a testé sur 8.02 et 8.1, ça fonctionne d'enfer. Alors ça fonctionne que sur Windows pour le moment, le jailbreak, donc il faut le connecter à sa petite machine avec un iTunes à jour. Et il faut lire le chinois parce que c'est vrai que leur logiciel n'est pas ultra clair. Ouais. Bon, heureusement, il n'y a qu'un gros bouton et tu espères que tu as appuyé sur le bon. Mais après, effectivement, ça nous donne accès, comme un jailbreak classique, à l'iPad en route. Il y a Cydia qui arrive. On a déjà réussi, nous, en tout cas, à se connecter en SSH sur l'iPad et à faire les modifications qu'on avait envie que Apple n'avait pas faites sur la dernière version. Donc, on est content du jailbreak. Ça nous apporte quand même pas mal de liberté. Et voilà, il y a des gens qui en ont besoin. Voilà. Et ça tourne. et c'est stable. Et c'est stable. Là, je pense qu'on a perdu à peu près les 2/3 de nos auditeurs. Je suis pas certain. Le routage d'Android, c'est quand même quelque chose d'important. Et pareil sur iOS. Sans doute. Non. Je pense que ça s'adresse pas à tout le monde, mais effectivement, je pense qu'on c'est bien d'en parler aussi. On passe tout à fait à autre chose avec David. On va parler de Google qui nous présente cette nouvelle messagerie, une toute nouvelle messagerie pour Google. Ils vont encore nous révolutionner le mail. En gros, c'est ça l'idée. C'est pas en fait, c'est un produit qui viendra, donc c'est un produit qui est en développement pour le moment, donc ne le cherchez pas pour le moment, c'est uniquement sur invitation, il n'y a pas de date pour le grand public, mais il propose un système qui sera entre guillemets un mélange entre ce qu'on connaît avec Gmail et les cartes de Google Now. D'accord. Donc le principe, c'est de dire Google est reparti complètement de zéro, donc n'a pas repris des éléments qu'ils avaient déjà produits. L'objectif, c'est d'avoir une application qui est 100% dédiée au mobile, donc Android et iOS pour le moment, parce qu'on passe le plus clair de son temps à consulter ses mails sur cet appareil-là aujourd'hui, donc sur le smartphone. Ouais. Et donc Inbox ne se présente pas comme une simple boîte de réception, mais plutôt comme un fil de sa propre actualité. D'accord. Donc, on va avoir les mails, mais on va avoir les notifications qui vont apparaître. On peut avoir sa to-do list qui va apparaître. Et il n'y aura pas d'ordre chronologique. Bizarre. On va travailler avec des mises en avant. D'accord. Donc, par exemple, si on a énormément d'informations qui se regroupent parce que communiquer par les réseaux sociaux plus communiquer par mail, ceci, cela. Ça rejoint Ça rejoint complètement Gmail, quoi. Enfin, le Gmail qu'on connaît, celui qu'on a en ligne, c'est ça que je veux dire. Où on a déjà 4 onglets maintenant, forum, avec la boîte intelligente, etc. c'est ça. Avec les boîtes intelligentes, mais donc il pousse ça encore plus loin puisqu'on va vraiment créer un flux d'actualité. Et la force de Inbox, c'est qu'ils vont aller chercher de l'information complémentaire. D'accord. Donc par exemple, je passe une commande sur Amazon d'un produit, j'aurai le tracking qui va être dans la même communication. Donc d'office, il va détecter que c'est une commande, qu'il y aura une livraison, et donc il va dire, OK, j'ai le numéro de tracking, plutôt que de juste proposer le numéro de tracking, de devoir cliquer ici, se connecter sur le site du livreur et des choses comme ça. Non, on l'a déjà vu dans macOS, on le voit dans iOS, ils ont déjà les moyens de pouvoir le faire, et donc Google va intégrer cette information-là. Si je fixe un rendez-vous
à quelqu'un à un endroit, eh ben, j'aurai les commentaires. Si par exemple on va manger au restaurant tous ensemble, eh ben, j'aurai la note du restaurant, j'aurai le numéro de téléphone, j'aurai l'adresse. Et directement à partir d'Inbox, je vais pouvoir aller chercher plus d'informations que ce que j'ai actuellement dans mon mail. Donc si Marc, tu m'as juste envoyé l'adresse, mais moi je pourrais faire la réservation parce que j'aurai le numéro de téléphone. Je pourrais téléphoner au restaurant pour dire que je serai en retard. Enfin, il y a mille et une façons de l'utiliser. Ça a l'air hyper intéressant. Il y a une petite vidéo qui passait qui vaut la peine d'être regardée parce que effectivement, avec le son et l'explication, c'est très très intéressant. Et ça va nous sortir de ce vieux Gmail un peu tout plat qui est juste une boîte de réception. Je me permettrais juste une remarque, c'est que dans Gmail, en tout cas dans la version web de Gmail, par le biais d'un plugin Chrome, il y a possibilité de rajouter des informations par rapport à la personne ou aux interlocuteurs que l'on a dans le mail, qui sont en copie du mail, etc. Et qui sont des raccourcis en fait vers leur compte Facebook et autres, qui rajoutent aussi une petite connotation, on va dire, réseaux sociaux à des mails. C'est un petit peu particulier. Mais c'est ça. L'objectif, c'est d'aller chercher toute l'information qui peut être intéressante sur le sujet du mail. Donc, à suivre, ça s'appelle Inbox, tout simplement. Hein, c'est ça, tout simplement, l'idée. On va parler avec Seb. Bonjour Seb. Hey. Il regardait par la fenêtre. On a l'impression que tu regardes par la fenêtre. Non, je regarderai Adrien. Ah, voilà. On va parler du Chromebook qui se vend de mieux en mieux, apparemment, le Chromebook. Oui, alors c'est un petit chiffre, j'étais étonné, j'ai vu ça ce matin. Les Chromebooks ont monté de 67% les livraisons pour le second trimestre 2014. Et apparemment, ils projettent de le doubler d'année en année selon certains cabinets. Donc, pour l'année prochaine. Ouais. Je trouve que donc en tout, ça a monté de 74% depuis le début de l'année. Je trouve ça pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on parlait des tablettes là tantôt, on parlait de la vente de PC qui s'écroule ou en tout cas qui diminue fortement. Ici, c'est encore autre chose en fait, hein, parce qu'on peut pas c'est pas non plus un outil très très puissant. Un Chromebook, c'est plus un outil de bureautique et de consultation pour le coup. Oui, c'est un peu le successeur du netbook pour aller un petit peu plus loin. Un meilleur écran, un truc un peu plus puissant et un peu plus grand. Ouais. Mais c'est le même principe, quoi. C'est quelque chose pour aller sur Internet et faire 2-3 tâches. 3 francs 6 sous, enfin j'exagère un peu, mais c'est du low cost. C'est vraiment du low cost, quoi. Ouais. Parfait. Toute autre chose, alors ça c'est très particulier, c'est IBM qui vend ses processeurs. Alors c'est génial. C'est génial. C'est génial, je trouve, comme actualité, c'est que IBM vend effectivement sa fabrication de processeurs. C'est une activité qui était déficitaire pour eux. Et ils ont trouvé quelqu'un qui le reprend. Mais et donc la modique somme de cet échange vaut 1,5 milliard, mais ce n'est pas IBM qui reçoit 1,5 milliard, c'est IBM qui paye 1,5 milliard. C'est comme si je disais, je te vends ma voiture et je te donne 100 balles avec, quoi. En gros. Voilà. Dégage avec ma voiture, s'il te plaît. Alors, c'est sur 3 ans, donc ça fait quand même plus que... ça fait beaucoup de sous, parce que c'est 1,5 milliard par an. Ouais. Et ils vendent ça à Global Foundries. Global Foundries, c'est un nom qui ne me disait rien comme ça. En cherchant un peu, en fait, c'est... c'est l'ancien fondeur AMD qui s'est séparé aussi de la fabrication physique du processeur. Donc IBM fait pareil, il dit bon, le physique, tout ça, machin, ça fait pas de sous, dégage. Mais en échange, il s'engage quand même sur quelques années à racheter des processeurs chez Global Foundries. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. IBM, les dernières années, ont quand même eu tendance à vendre pas mal de leurs trucs, tout ce qui était matos. Ils se concentrent, mais IBM chez Lenovo, faire entre autres, énormément d'argent. Bah oui, ils continuent, mais parce qu'ils sont dans le business, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Consultance, business, il faut quand même toujours énormément de trucs. Les gros serveurs des banques et des choses du genre, ça quand même, là, il y a quand même beaucoup d'argent encore et ils ont une expertise dans le domaine, manifestement. On change tout à fait de sujet avec David. On parle de Prism pour les mélomanes. Ils vont adorer. Oui, donc Prism, c'est un projet Kickstarter qui fait le buzz pour le moment. Qui en fait, c'est une petite pyramide. Le concept est vraiment tout simple. C'est une petite pyramide qu'on vient brancher d'un côté dans l'électricité, de l'autre côté à sa chaîne IFI ou à ses baffles
et qui va permettre de créer un pont avec tout ce qui est plateforme musicale online. C'est un objet Donc connecté, quoi. Spotify, voilà, c'est ça. Spotify, Deezer, SoundCloud, c'est ceux qu'ils ont prévu d'intégrer. Sauf que l'objet va aller plus loin, puisque quand on achète l'objet, on doit télécharger une application sur son téléphone ou sur sa tablette. L'application serait développée pour iOS et Android de nouveau, et donc permettrait de connecter, de faire le pont par rapport aux différentes plateformes qu'on utilise pour la musique. Mais sur la petite pyramide, il y aurait 2 boutons. D'accord. Un cœur et une croix. Et donc, au fur et à mesure de ce qu'on entend, il suffirait d'appuyer sur le bouton, le petit cœur quand on aime, la petite croix quand on n'aime pas. Et le petit prisme va s'habituer. Il va prendre le temps d'enregistrer tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas, et il va nous proposer des nouveaux groupes, des nouveaux genres musicaux, mais qui sont proches de ce qu'on aime et des choses comme ça. Donc ça existait déjà au niveau de différentes applications. La Donc, Stéphane, par exemple. Voilà, on pourrait se dire ça n'a rien de révolutionnaire, si ce n'est que c'est un objet physique, donc c'est quand même plus simple que de systématiquement aller dans son application, ceci, cela. Et où ils vont beaucoup plus loin, c'est que si par exemple j'invite 15 personnes chez moi et qui sont utilisateurs ou qui ont téléchargé l'application, eux vont pouvoir aussi dire j'aime pas, et donc sur une soirée on va pouvoir adapter le style musical à la majorité des gens qui sont présents. D'accord. Il y a un petit micro qui est prévu aussi dans la petite pyramide prisme, qui va aussi pouvoir analyser s'il y a beaucoup de bruit dans la pièce, s'il n'y a pas beaucoup de bruit, quel style d'ambiance lui doit mettre. Et donc en fonction de ça, il va analyser. Donc je trouve qu'il y a un côté un peu rigolo, parce qu'effectivement on sort juste de l'application où on dit on n'aime pas. Ça va beaucoup plus loin, parce que même si j'ai des invités qui ont un prisme par exemple chez eux, mon prisme va pouvoir se connecter avec leur smartphone et récupérer leur playlist à eux et tenir compte du fait de qui est là, qui n'est pas là, quoi. Donc voilà, ça fait énormément de buzz. En 4-5 jours, ça a fait $68 000. Donc c'est un projet Kickstarter qui devrait aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas. On mettra le lien, si tu veux bien, dans l'article qui va avec cette vidéo. N'hésite pas à me donner le lien. Je m'en occupe. Adrien qui lance un appel. Adrien, soutenez la Fondation Mozilla et d'autres œuvres de charité en achetant des jeux Humble Bundle. Et oui, parce qu'il n'y a pas que Wikipédia qu'il faut soutenir. Il y a donc c'est une initiative générique, en fait, Humble Bundle, qui permet d'acheter des jeux. Et en fait, la particularité, c'est qu'on paye premièrement ce qu'on veut, et ensuite on peut répartir l'argent de la manière dont on veut. À savoir que soit on paye le développeur, soit on paye une œuvre de charité qui est dans l'action en tant que telle, soit on paye en tant que tel Humble Bundle. Ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Au début, c'était du jeu indépendant. Maintenant, ça c'est devenu plus général. Il y a eu des livres, il y a eu aussi de la musique, il y a eu pas mal de choses. Et même des gros éditeurs de jeux vidéo ont participé à des opérations comme ça. Et alors ici, cette fois-ci, j'en parle parce qu'on a le Humble Mozilla Bundle. Donc vous avez l'occasion de soutenir la fondation Mozilla, mais pas uniquement. Vous avez aussi l'occasion de soutenir CodeNow, Maker Education Initiative. Et donc voilà, en achetant des jeux. Je trouve ça assez sympa. Les jeux sont assez sympas. C'est plutôt sympa. Le concept en lui-même, on avait déjà vu des idées de ce type-là, et il y en a souvent, mais avec une cause et puis un cadeau ou quelque chose. Enfin voilà, vous donnez ce que vous voulez à tel moment. Ici, il y a quand même beaucoup de choses à recevoir, il y a beaucoup de choses à donner aussi. Il y a beaucoup d'œuvres importantes, moins importantes, intéressantes, moins intéressantes. Ça, c'est à chacun de le juger, mais c'est assez particulier. Et moi, personnellement, je connaissais pas. Je vois Sébastien qui lève ses doigts, mais on te voit, Sébastien. J'ai plus rien. Non, mais j'ai regardé les chiffres pendant que tu parlais, et c'est pas mal. Ils ont quand même déjà réussi à réunir $411 000 avec 72 000 d'achats. Bon, c'est pas encore évidemment la taille de l'App Store, mais non, mais ça décolle, quoi. Ça décolle. Il faut savoir qu'il y a quasi toutes les semaines des jeux différents et une œuvre de charité qui fait des chiffres assez similaires. Donc ce qui est vraiment chouette, c'est que ça bouge vraiment au niveau charité, ça a vraiment un chouette effet. Et les jeux en général sont très sympas. Moi j'ai acheté par exemple ce bundle-là. Alors j'ai testé, je connaissais Faster Than Light parce que je connais déjà le jeu, qui est un très chouette jeu. Démocratie 3, il faut vraiment bien aimer, c'est vraiment du stratégie.
Et alors, il y a un jeu beaucoup plus Super Hexagone qui est assez spécial et technique. Ouais. Et alors, For the Awesome, Oui. c'est pas mal du tout, c'est amusant. C'est un jeu de chute libre. Donc, c'est vraiment J'aime des bien. jeux, vraiment des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Adrien me fait Du jeu peur. indépendant, J'ai et peur. c'est vraiment sympa tout en soutenant des œuvres caritatives. Sébastien, oui. Je sais pas, oui, on me voyait pas, je suis désolé. Non, et je sais pas si tu as vu les chiffres par plateforme, et c'est assez hallucinant. En fait, 75% des gens qui donnent sont sous Windows, un tout petit peu sur Mac et rien du tout sous Linux. C'est bizarre. Quasi, C'est- quasi rien, quoi. Ouais, Ça par dépend contre, des jeux Seb, aussi. Ah non, là, c'est total par plateforme, c'est pour tout le monde. Oui, mais c'est Ah normal. oui, non, Enfin, pour cette action, ouais. je veux dire en particulier. Oui, voilà. Bon, on a fait le tour, je pense. Et rare. Adrien, on va parler sécurité, tout autre chose. C'est du côté de chez Google que ça se passe. Il y a une nouvelle manière, on va dire, de sécuriser son compte Google. Et oui, donc en fait, c'est Google Online Security qui a annoncé sur son blog une nouvelle technologie de security avec du hardware qui s'appelle la Security Key. Et donc en fait, ça se base sur un protocole qui s'appelle le Universal Second Factor, qui a été créé par l'alliance FIDO. Il faut savoir qu'il y a plusieurs grands partenaires qui sont dedans. Il y a BlackBerry, Google, Lenovo. Et encore, par exemple, Microsoft. Et donc, ils sont réunis pour créer ce protocole. Et donc, ça a donné naissance à cette clé. Quel est le principe? En fait, c'est de la cryptographie asymétrique. Donc, le principe, c'est quoi? Pour faire simple, imaginons que, Marc, tu veux m'envoyer un message. Je te l'envoie de travers. Tu me l'envoies, oui, c'est ça. Tu me l'envoies de travers et en fait, ça fonctionne avec le principe de deux clés, une clé publique et une clé privée. Je te transmets la clé publique, tu l'obtiens. Grâce à cette clé publique, tu vas crypter le message et me l'envoyer. Et moi, à l'aide de ma clé privée, je vais pouvoir décrypter ce message. Et donc, cette clé va permettre de faire ce procédé d'avoir une clé publique et la clé privée. Et cette clé privée sera effectivement sur cette clé. On a déjà une... Clé USB pour le coup. Une clé USB. Ouais. Oui, tout à fait. Au niveau des prix, on est entre 50 et 50 euros, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et donc ici, ce sera peut-être l'occasion de se débarrasser des moyens supplémentaires type SMS pour récupérer son compte Google. Oui, enfin, ceci dit, très honnêtement, le coût du SMS pour la double vérification, comme on dit, d'un compte Google, moi, je la trouve plutôt pratique, surtout en entreprise, par exemple, où on a de moins en moins accès à des ports USB parce que c'est aussi un vecteur de piratage et autres, et que donc la clé USB avec son code dessus, du coup, on ne peut plus l'utiliser. Donc, je pense que les deux vont pouvoir continuer à coexister gentiment, Adrien. Ouais. Oui, il faut voir, parce que moi, je me rappelle en société, j'avais testé la YubiKey, qui était, donc c'est une société Zarafa qui avait créé cette clé, c'était pour un de leurs logiciels de messagerie en entreprise. Je n'ai pas été convaincu, je l'ai testé, le principe était bien, mais ça n'a pas l'air d'avoir percé autant, j'en ai plus entendu parler en tant que tel, donc je suis assez curieux de ce que ça va donner, parce qu'il y a le côté support physique, oui. Donc on verra un peu comment ça passe. Et j'ai oublié de préciser, apparemment, on parle déjà de la possibilité que cette clé soit compatible NFC pour les mobiles aussi. D'accord. On se tourne vers David, mais on pourrait très bien en parler aussi avec Sébastien. On a vu cette application, ça s'appelle Photomat. C'est une application qui calcule en quelque sorte à notre place, mais c'est plus qu'une machine à calculer. Oui, en fait, c'est un appareil photo au départ donc l'application est relativement simple. On va prendre une photo d'une équation mathématique et l'application va résoudre l'équation pour nous. D'accord. Donc c'est relativement sympa. C'est présenté sous forme, ça existe pour iOS et Windows Phone. Ce sera disponible pour Android courant 2015. Alors, effectivement, la première chose qui nous fait sourire, c'est qu'on a tous bûché pendant des heures et des heures sur certaines équations. Et que ici, en quelques secondes, l'application nous donne la réponse et va même beaucoup plus loin parce qu'elle nous donne tout le détail des opérations. Vous vous souvenez, les 5 feuilles à 4 recto verso qu'on devait compléter pour dire les étapes pour prouver qu'on l'avait fait nous-mêmes. Ouais. Eh pour les étudiants qui nous écoutent, ce n'est plus obligatoire maintenant puisque l'application vous donne toutes les étapes. C'est disponible gratuitement. C'est l'application, moi, qui m'a fait sourire aujourd'hui. Ouais. Donc je l'avais aperçu également. Sébastien, c'est ce genre de truc, ça te fait rire aussi.
Alors, ça m'a fait rire, et d'ailleurs, j'en profite, je l'ai mis dans le podcast parce que on a un de nos auditeurs qui nous a demandé de mettre des Ouais, applications. tout à fait. Et je me disais, ça tombe bien, c'est une bonne application, bien sympa. Ça m'a fait sourire, je pense pas que ça me sera très utile, Non. parce que je n'ai plus d'interro. Mais j'ai regardé quelques vidéos, et effectivement, là, c'est pas une photo, ça le fait en temps réel quand tu passes au-dessus d'une équation. Oui. C'est quand même encore, ça va un petit peu plus loin que la photo, mais les résultats n'étaient pas toujours corrects, hein, donc bon, il y a encore un petit peu de fine-tuning de la part des gars. Mais quand il l'était, effectivement, tu as tout le ça détail dépend qui aussi est de la- assez impressionnant. Ça dépend de la qualité de l'écriture qui est photographiée, évidemment, à mon avis. Enfin, Non, c'était pas sur de l'écriture manuscrite, c'était vraiment sur de l'imprimé. Ah oui, d'accord. Mais Donc, bon, voilà, c'est des maths, c'est pas non plus extrêmement. c'est plutôt rigolo. Ouais, c'est très sympa. Et ouais. alors, ça a quand même une visibilité pour le moment qui est extraordinaire, à tel point que les mecs, ils ont 9000, je sais pas si tu t'imagines, 9000 pages vues par minute. Ça m'étonne pas. Ah bah des tricheurs, il y en a. Hein. 9000 par minute, quoi. Non, mais c'est vrai. On imagine que partout dans le monde, à un moment donné, il y a des examens. Et que forcément ça intéresse toujours quelqu'un. Ce genre de choses, t'inquiète, il y aura toujours quelqu'un pour venir voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne plutôt bien. David, je voulais te demander un truc. Justement, tiens, on va rester dans les applications, puisqu'on nous l'a demandé, parlons applications. VLC, le lecteur vidéo bien connu, a eu différentes aventures, on va dire, avec iOS. Dernièrement, il avait disparu. Apparemment, il est de nouveau revenu, c'est ça ? Non, il n'est pas encore revenu. Donc, il a disparu au mois de septembre, après être apparu, puis disparu, puis apparu. Enfin, il y a eu toute une... c'est pas la première fois qu'il disparaît, mais donc la dernière disparition en date est de septembre dernier. Et on a eu une bonne nouvelle sur le compte Twitter de Vidéolan qui annonce que ce n'est pas un retrait définitif. Et donc, ils vont revenir. Maintenant, il n'y a aucune raison qui a été communiquée sur le retrait de l'App Store. Et l'éditeur, donc Vidéolan qui est derrière, n'est pas très très clair. Donc, il y aurait a priori un problème de licence qui devrait être réglé avant que l'application ne revienne sous iOS. Donc, pour ceux qui sont fans, moi je suis un grand fan de cette application, un petit peu de patience. Ça va revenir avec des nouveautés, comme à chaque fois où ils reviennent. Maintenant, pour ceux qui ont absolument besoin d'un très bon lecteur vidéo, il y a Infuse qui existe, qui a annoncé pas mal de nouveautés, puisque à chaque fois que VLC disparaît, il y a 1, 2, 3, 4 concurrents qui en profitent. Cette fois-ci, moi j'ai sélectionné Infuse pour vraiment bénéficier des dernières évolutions possibles sous iOS. C'est un chouette programme. Là aussi, oui, pardon. Là aussi, on mettra le lien dans... Non, si tu veux bien, David, on mettra le lien dans l'article, si tu veux bien. Ouais. Et puis, j'entendais quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Oui. Voilà. Question d'utilisateur, c'est celui-là, oui. Et c'est perturbant. Une question d'utilisateur final. VLC, je l'utilisais effectivement parce que je pouvais regarder les vidéos en Samba. Infuse le fait aussi? Ou il y en a un autre? Ouais, il le fait. Il le fait, et puis il y a des millions d'autres applications qui le permettent, mais c'est vrai que voilà, moi, ce qui me plaisait bien dans VLC, c'était que le design était bien travaillé, qu'on avait facile, voilà, c'est ça, c'était fait proprement, c'est ça. Ok, bon, on va encore parler application. Décidément, quand on nous demande un truc, nous on en donne pour votre argent. Il n'y a aucun souci. Vous voulez qu'on parle des filles et des pizzas. Si vous... On va parler avec Adrien de l'application Here Maps, disponible sous Android maintenant. Et oui, elle est donc le Finlandais qui avait qui s'appelait avant Nokia. Qui s'appelait avant Nokia, n'a pas libéré, mais a rendu disponible sous Android son application Here Maps. Le problème, ne vous attendez pas, ne foncez pas en m'entendant parler sur le Play Store. Elle n'est pas disponible sur le Play Store. Il faut aller le télécharger sur le site, donc sur le site here.com. Et alors, en fait, vous allez bénéficier vraiment de l'application comme vous l'auriez sur un Nokia. Je voulais en parler parce que je trouvais ça assez intéressant dans la mesure où l'appli est assez sympathique. Elle fournit quand même pas mal d'infos intéressantes en tant que telle. Et moi qui est un grand utilisateur de Waze, j'aimais bien l'appli parce qu'elle fournit des cartes hors ligne. Bon, il suffit qu'une fois on parte à l'étranger ou quoi aux caisses, il y a possibilité de télécharger les cartes et vraiment de pouvoir l'utiliser de manière hors ligne avec toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment
vraiment intéressant. Donc pour le télécharger, vous allez sur le site de Nokia, vous allez pouvoir télécharger ce qu'on appelle l'APK, donc c'est le fichier qui permettra d'installer l'application. Cependant, soyez attentifs parce que l'application est disponible que sur un certain type de modèle. Il précise qu'il faut un minimum un Android Jelly Bean, donc la 4.1, minimum un device disposant d'1 giga de RAM et un écran tactile entre 4,5 et 6 pouces pour profiter pleinement de l'application. De l'entrée de gamme, ça va être un peu limite pour le faire tourner. Par contre, du moyen et du haut de gamme, ça devrait ça devrait s'en sortir. Donc, on devrait s'en sortir. Petite news sympathique. Eh bien, tu peux me mettre le lien aussi, tiens. Je le veux bien aussi, celui-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour les applications. Si vous voulez d'autres, si vous voulez qu'on vous parle d'autres choses, n'hésitez pas, demandez. Nous, on fera notre petit possible pour aller à la quête, aller chercher les informations où qu'elles se trouvent. De quoi pourrions-nous encore vous parler pour tout doucement terminer ce numéro 7 des technos? David, on pourrait parler par exemple de Google qui publie son baromètre des usages numériques dans 46 pays. C'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, et dont la Belgique. Ah oui. C'est pour ça qu'on en parle, parce que pour les Français qui nous écoutent, la France est aussi disponible, mais ça fait des années. Ici, on commence à avoir des premières statistiques ouvertes, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas payer pour obtenir ces statistiques. Et donc, c'est rigolo de se rendre compte un petit peu des habitudes qui ont pu changer. Entre 2012 et 2014, par exemple, on est passé de 1,7 appareils par personne à 2,5. Donc ça veut dire qu'en moyenne, les gens qui sont connectés ont plus de 2 appareils pour se connecter. Maintenant, on se rend compte qu'en Belgique, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays, on se connecte encore beaucoup avec l'ordinateur. 83% des gens se connectent en priorité avec leur ordinateur, pour 40% sur smartphone et seulement 31% sur tablette. D'accord. Donc on dit, oui, mais le marché de la tablette prend le relais. Ben non, aujourd'hui, on utilise encore principalement l'ordinateur pour se connecter. On se rend compte aussi que c'est toujours les 16-24 qui sont les plus réguliers au niveau de l'usage d'Internet. Et chose particulière, à partir de 45 ans, donc le groupe 45-54 et les 55+, puisque Google a décidé de segmenter comme ça, ont les mêmes statistiques. Moi, c'est une statistique qui m'a étonné. Je pensais que plus on avançait en âge, moins on utilisait. Ben non, le troisième âge belge est relativement bien connecté. Donc c'est plutôt rigolo. Oui. Il y a plein de petites stats comme ça. Je vais en soulever une ou deux en plus, comme par exemple, à quoi sert le smartphone pour les Belges? Dans 56% des cas, ça sert à regarder l'heure. Et donc, voilà, on apprend ça. Voilà. Par exemple, ils le font aussi pour tout un intitulé qui s'appelle Smart Shopper. Donc, pour les gens qui sont intéressés par le e-commerce en Belgique. On se rend compte que, excepté pour les billets d'avion, on utilise très très peu l'achat online. Donc c'est vraiment, tout le monde réserve ses billets d'avion, c'est devenu une habitude. Les voyages, c'est la même chose. Mais pour le reste, tout ce qui est réservation d'hôtel, par exemple, on préfère aller en agence ou en achat de biens, on va être beaucoup plus dans les magasins. D'accord. Et donc, est-ce qu'on achète plus online ou offline en fonction des autres pays? Il faut savoir que la Belgique est à la traîne sur l'achat online. Donc voilà, il y a plein de statistiques comme ça. Ça s'appelle donc consumerbarometer.com. Et puis là, on choisit le pays, là j'ai parlé de la Belgique puisque c'est le pays qui nous intéresse. Mais il y a effectivement les 46 pays qui sont là. On peut même aller créer ses propres graphiques si on doit tirer des statistiques pour les présenter à un client ou pour l'utiliser dans son propre business. On se rend compte que 84% des Belges ont un GSM et que 40% seulement ont un smartphone. Donc voilà, c'est plein de statistiques comme ça. C'est toujours très bien fait, c'est bien présenté et on a toujours le nombre de répondants. Ce qui est rarement le cas au niveau des enquêtes. Ici, moi, j'ai apprécié de pouvoir voir par question le nombre de personnes qui avaient répondu. Ça permettait de se donner une idée de la fiabilité des informations. Voilà une bonne idée pour étayer une présentation, par exemple, ou pour agrémenter un discours de différents chiffres probants, on va dire. Ça peut être intéressant. C'est une réaction d'Adrien? Non. Moi, j'ai une question. Ah, pardon. Parce que on parle d'enquête. Vous avez déjà vu la moindre enquête de ça ou ils utilisent juste les résultats du moteur de recherche? C'est les résultats du moteur de recherche. Je pense que c'est les tendances des recherches qui... La source, c'est The Consumer Barometer Survey 2014. Donc, quand on va fouiller un petit peu plus
Ah, là, c'est notre ami David qui est en train de... Voilà, il allait dire une Ouais. méchanceté sur Google. David est Je un peu... fais l'avoir repos. Voilà. Dis-nous, t'as mis ta C'est parce phrase. que je surfe ouais. en même temps. Et Voilà, donc, je ça dois note. perdre cette habitude-là. Donc, effectivement, c'est les informations, je disais, principalement de chez Google. Ouais. Et donc, Google ne fait pas qu'un moteur de recherche, ils font plein d'autres choses, justement, dont ces fameuses enquêtes qui, normalement, sont revendues. Ouais. Et chez Google, elles sont proposées librement. Je trouvais ça pas mal. Ok. Mais vous en avez déjà vu une seule quelque part? Moi, personnellement, non. Non. Ok. Bon, Hein, voilà. Curiosité, hein? Ouais, bien sûr, une curiosité. Restons curieux, justement. Tiens, on termine avec Adrien, peut-être, avec... voilà, il y a des choses qui sont, des fois, qui font mal sur Internet, qui sont mal faites sur Internet, ou qui, dans Internet, les gens se cachent sur Internet, des fois. Des fois, on peut aussi débusquer les vilains pas beaux sur Internet, et ça, c'est une bonne nouvelle, Adrien. Oui, voilà. Donc, c'est un fait judiciaire qui a eu lieu hier. Pour rappel, il y a un projet qui s'appelle Sweetie, qui a été initié par l'ONG Terre des Hommes, qui est donc en fait ce projet, c'est la création d'une petite fille virtuelle de 10 ans qui a pour but en fait de débusquer les pédophiles sur Internet. Il faut savoir ici en un an de temps, on a déjà en fait, il y a 20 000 prédateurs qui avaient mordu à l'hameçon. Il y en a 1000 qui ont été identifiés, les données ont été envoyées à Interpol. Et hier, donc, on a eu la première personne qui s'est fait condamner pour ces faits. Donc, c'est un Australien, il s'appelle Scott Robert Hanson, un homme de 38 ans. Il fait partie des 46 Australiens qui se sont fait repérer grâce à ce système. Et donc, il a pris une peine de 2 ans de prison. On se demande au niveau légal comment ça a été pris. Donc, on a posé la question donc au magistrat et le magistrat a dit, donc je cite, si vous croyez qu'il s'agit réellement d'une fillette de 9 ans, alors la loi s'applique et ça suffit. Ah bah oui. Donc c'est l'intention qui compte en fait une fois de plus pour le coup et cette petite Sweetie on a une image mais c'est une image virtuelle évidemment c'est un petit visage d'ange vraiment donc on peut pas dire que voilà c'est vraiment celui qui se défend après non en gros t'as fait le con tu t'es fait avoir. Il y a pas d'excuse. Je voyais David s'agiter oui. Non, c'était juste pour compléter l'information par rapport à la question de Seb. Donc, je reviendrai juste après. Je vais laisser Adrien terminer son sujet. D'accord. Très simple. On avait presque terminé d'ailleurs. Sauf que tu voulais te rajouter quelque chose peut-être. Mais oui, Sweetie, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé à l'époque quand ça s'était lancé au Techno ou ailleurs. Ouais. Il y a quelques temps déjà, il y a plus d'un an, je pense. Même il y a un bail. Mais je suis étonné du chiffre 20 000, 1001. Oui. Non, il faut savoir qu'il y a 1000 personnes qui ont été repérées et qui sont maintenant, pas surveillées, mais en tous les cas, l'info est partie chez Interpol. Donc, il y a des suites qui vont avoir. Il faut savoir qu'ici, c'est après la personne qui a été... c'est le premier procès. C'est le premier procès. C'est le premier résultat d'un procès, mais il y a toute une flopée d'autres dont on ne parlera plus par la suite. Mais ici, ce qui est exemplaire, c'est que c'est le premier à être condamné par cette méthode-là. En gros, après, tous les autres vont y passer aussi, on l'espère. Il ne faut pas oublier que le projet n'a que seulement un an, donc on espère que ça va continuer à avancer. Maintenant, la seule question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'efficacité du projet, dans la mesure où, si le projet est de plus en plus connu, est-ce qu'on ne va pas repérer pour finir, les prédateurs ne vont pas repérer. Sweetie, c'est un nom de code, hein, je pense. On est d'accord, mais je parle... Oui, mais je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que c'est pour le principe. Dès le moment où le principe fonctionne, il n'y a pas de raison. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour de cette question-là. On va juste faire une petite conclusion donc, avec David qui voulait préciser quelque chose par rapport à une information dont on a parlé plus haut. Voilà. Mais donc par rapport au baromètre que Google a annoncé, donc il faut savoir que c'est réalisé par TNS Infratest, qui est une société spécialisée en enquête, que pour la plupart des pays où le téléphone est implanté, donc où plus de 80% de la population a accès au téléphone, ça a été fait par téléphone. Ça a duré 25 minutes. Il y avait 1000 personnes
personnes par pays, donc pour 45 pays. Une exception a été faite pour l'Inde, où ils ont interrogé 4000 personnes. Et pour les pays dans lesquels il n'y avait pas une pénétration de 80% du téléphone, c'était des interviews face-to-face qui étaient réalisées pendant grosso modo une demi-heure. Donc Google est très complet sur la manière dont ça s'est fait. Donc il y a quand même un côté sérieux au niveau de leur enquête. Voilà. Ben, je pense que Voilà. c'est complètement rassuré. Non, Sébastien. content. Donc c'est pour ça Voilà que j'ai pourquoi jamais Seb, vu. tu ne Ils l'as m'ont pas vu sur téléphoné. Internet. Voilà, c'est pour ça que tu l'as pas vu. Je pense qu'on a bien fait le tour de toutes les questions de l'actualité de cette semaine. Hein. On aurait pu vous trouver autre chose, mais certainement moins intéressant aussi. Donc voilà, merci beaucoup David pour ce numéro 7 des Technos. Merci à Adrien ainsi qu'à Sébastien. On se retrouve très rapidement. Je rappelle à Merci. ceux qui ont l'habitude de nous écouter, de nous télécharger via iTunes, qu'ils sont évidemment les bienvenus, que si à l'occasion ils veulent regarder, voir ce qui se passe en studio ou hors du studio, et les illustrations qu'on amène par rapport aux différentes actualités et informations qu'on amène ici, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Tous les liens sont dans notre site lestechno.be. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt avec des tests et un prochain numéro. Ce sera le numéro 8. Alors que mes petits camarades, ils n'en peuvent plus. À bientôt. Salut.